bonjour à toutes et à tous. Déjà merci aux organisatrices et aux organisateurs pour ce colloque et pour cette invitation. Bien sûr, ça a été dit, mais je suis ravi de participer à ces deux journées. Nous avons vraiment peut-être plus que jamais aujourd'hui besoin de penser les évolutions de notre institution universitaire et de nous interroger sur les risques d'une dislocation, pour reprendre le titre de ce colloque. Alors, la communication que je vais présenter, elle s'appuie sur un travail de recherche conduit dans le cadre du contrat de plan État-région 2015-2020 qui porte sur les outils de gestion comme levier des mutations des organisations privées et publiques du territoire. Donc c'est le projet qu'on a appelé OGMUT, et un des volets de cette recherche a porté sur les outils de pilotage, les outils de gestion des ressources humaines et les outils budgétaires des universités. Donc j'avais effectivement toute ma place dans ce colloque, donc je suis très content d'y participer, et je m'interroge du coup sur les conséquences de cette instrumentation gestionnaire, managériale sur l'université française. Donc comment cette instrumentation elle participe au changement institutionnel, organisationnel et professionnel de l'université, si effectivement on considère que notre université c'est à la fois une institution, une organisation et une profession ou des professions, puisqu'on a déjà parlé des enseignants-chercheurs et des personnels d'IAX. Donc cette dernière se voit-elle, à l'instar d'autres composantes de l'État, comme la justice, sur laquelle je travaille dans le cadre de notre recherche, confrontée à l'entrée d'une rationalité de type managérial, sous l'influence du New Public Management. Comment, pour reprendre le titre du colloque, la managérisation à l'œuvre à l'université, qui passe par l'introduction d'une pratique de ces agents d'une grammaire gestionnaire, managériale, contribue à la transformer. Alors je ne vais pas revenir sur l'abondante littérature sur le New Public Management, ça a été déjà fait notamment par Nicolas Bellorger. Je voudrais juste revenir sur le dossier qui avait été constitué par la revue Sociologie Travail il y a déjà 10 ans, sur les tensions entre le New Public Management et les professions dans l'État. C'était effectivement un article, un dossier qui avait été coordonné par Philippe Bézès et Didier Desmazières. Et je retiens de ce dossier l'hypothèse que les transformations des formes de pilotage, d'organisation et de contrôle dans les administrations publiques font émerger de nouveaux professionnels, notamment à l'échelle des fonctions de management. Donc la question que je pose est la suivante, elle est assez simple, elle tient dans le titre. Voit-on se dessiner aujourd'hui une nouvelle technobureaucratie universitaire dont les membres devraient se professionnaliser pour mieux encadrer et pour mieux enrôler? Alors, je vais faire un détour rapide par quelques éléments de contextualisation. Ensuite, un rappel tout aussi rapide sur mon terrain et ma méthodologie. Ensuite, je vais revenir sur deux services de l'université, l'ADRH, la Direction des ressources humaines, et la DAPEC, la délégation à l'aide au pilotage et à la qualité. Mais je vais davantage insister sur la DRH comme vectrice de modernisation avec les guillemets d'usage de l'Université de Lorraine, puisque mon terrain, c'est l'Université de Lorraine, et je ne vais pas m'évertuer à la minimiser, puisque voilà, je suis professeur à l'Université de Lorraine, et j'ai enquêté sur mon université. Et je vais, dans un quatrième temps, me focaliser sur les outils de gestion de la DRH. J'aurais pu aussi me focaliser sur les outils de pilotage de la DAPEC. Et puis je terminerai, pour conclure, sur les effets transformatifs et cette idée d'une nouvelle technobureaucratie universitaire. Alors, quelques éléments de contextualisation. Donc, je vais aller très vite. Je ne vais pas faire un détour long par l'histoire des universités, revenir sur les réformes d'entreprise, notamment au tournant du siècle dans le cadre du processus de Bologne et de la stratégie de Lisbonne. Il y a aujourd'hui une littérature abondante, même si chacun ne retrace pas ce récit de la même façon. Ça a été dit par les deux Stéphanie ce matin. Il y a des interprétations divergentes sur les réformes universitaires, mais si les chercheurs ne posent pas le même diagnostic sur les réformes de l'enseignement supérieur et de la recherche, ils font le même constat, le constat effectivement d'un remodelage du paysage universitaire qui touche à la fois le programme, le financement et la gouvernance. Et pendant ces deux journées, on va notamment travailler sur ces trois dimensions et sur d'autres,
mais notamment on va effectivement parler de programmes de financement et de gouvernance. Donc on a affaire effectivement à une dynamique réformatrice. Alors je ne vais pas effectivement revenir sur toutes les lois. La dernière réforme en date, vous la connaissez tous, c'est la loi de programmation de la recherche de 2020. Et on ne peut ouvrir la boîte noire de ces outils de gestion qu'en resituant ces outils de gestion dans ces réformes. Et en les considérant, pour reprendre effectivement la distinction que font F. Capello et Patrick Gilbert, dans leur état circulant, la forme macro, où l'outil intervient sur un vaste périmètre national, voire international, et dans leur état inscrit, la forme micro, qui correspond à des outils contextualisés, spécifiques, et à une organisation à son contexte interne. Et je crois qu'il faut aussi s'intéresser à la fabrique des dispositifs de gestion à l'échelon national, européen, mais nous, en tant que sociologues, effectivement, on voit comment cet outil se traduit à un échelon plutôt local. Et même si de nombreux outils ou dispositifs introduits dans les universités semblent relever d'un isomorphisme coercitif, autrement dit imposé par l'autorité publique, comme la gestion budgétaire et comptable publique, la GBCP, ou le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, le RIFSEP pour les personnels BIATS, aujourd'hui le RIPEC pour les enseignants-chercheurs, il reste qu'ils sont toujours mis en œuvre et utilisés sous une forme inscrite et située. Et donc, en tant que sociologue, on va effectivement étudier ces outils sous ces formes inscrites et situées. Alors, j'en viens au terrain. Nous avons effectivement travaillé sur l'Université de Lorraine, qui, après l'Université de Strasbourg, qui avait fusionné en 2009, a fusionné peu de temps après, et sa création est née en 2012 de la fusion de 4 universités, l'Université de Nancy 1, Nancy 2, l'École Polytechnique de Nancy et l'Université Paul Verlaine de Metz. Elle a opté pour ce qu'on appelle le grand établissement, qui permet de déroger au droit commun des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les fameux EPSCP. Il y a 2 universités qui sont grand statut d'établissement, grand statut, c'est Dauphine et l'Université de Lorraine. Je ne crois pas qu'il y en a d'autres. L'Université de Lorraine est structurée en 9 collégiums qui regroupent 43 composants et en 10 pôles scientifiques qui regroupent 60 laboratoires, et elle totalise plus de 7000 personnels avec, et là on est dans les chiffres nationaux qu'évoquait Romain, 54% d'enseignants-chercheurs et 46% de personnel BIATS. Donc moitié d'enseignants-chercheurs, moitié de collègues BIATS. Donc le processus de structuration de l'Université de Lorraine, comme pour d'autres groupements, a conduit au renforcement des fonctions de DRH, finance et juridique, qui ont nécessité l'augmentation des personnels dédiés. Et ça, pour le coup, on peut le lire dans les bilans sociaux juste après la fusion de l'Université de Lorraine en 2012. Et pour exemple, la DRH compte aujourd'hui à peu près plus de 110 personnes, 110 agents, répartis pour moitié en catégorie C et pour l'autre moitié en catégorie A et B. Alors, je ne m'intéresse pas ici aux catégories C, plutôt aux catégories A et B, et surtout aux catégories A, puisque je vais parler de cette technobureaucratie universitaire que constituaient ces personnels BIATS. Outre l'évolution numérique, la fusion a entraîné une modernisation des ressources humaines, modernisation avec les guillemets d'usage, qui s'est traduite par le remplacement des services de gestion des personnels des anciens établissements, administrant essentiellement les paies, les contrats et les carrières, par une direction des ressources humaines devant aussi accompagner le pilotage du nouvel établissement, à ce que Romain appelle le passage d'une administration de gestion. Donc, comme il ne m'a pas cité, je le cite pour le punir. Mais voilà, cette idée qu'effectivement on va passer aujourd'hui avec une GRH stratégique et non pas une GRH qui ne ferait qu'administrer le personnel. Donc la fiabilisation des données, la sécurisation des actes de gestion administrative, l'harmonisation des procédures et des pratiques, l'accompagnement des personnels dans ce nouvel environnement, autant d'objectifs qui ont conduit à réformer la gestion des ressources humaines et à adopter de nouveaux outils, dispositifs de gestion. Je préfère parler de dispositifs. Ce sont ce que font ces dispositifs à l'institution universitaire qui m'intéressent. Alors ma méthodologie, elle a été plurielle. Outre l'analyse de différents documents internes à l'UL, relatifs notamment à la gestion budgétaire, à la gestion des ressources humaines et à la gouvernance universitaire, et quand on est élu, ce que je suis, c'est plus facile d'avoir accès aux données.
Elle a procédé par deux monographies de service, la direction des ressources humaines et la délégation à l'aide au pilotage et à la qualité, ce qu'on appelle la DAPEC. Et nous avons fait effectivement 18 entretiens pour la DRH, auprès du DRH, des sous-directeurs et sous-directrices, des responsables de pôle, des chargés de mission, et pour la DAPEC, 7 entretiens avec la directrice de la DAPEC, avec 3 responsables de pôle et 3 chargés d'études. Et la plupart de ces personnels sont, vous l'avez compris, des personnels de catégorie A. La plupart sont diplômés de Bac plus 4, de Bac plus 5. 4 sur les 25 interviewés ont même entamé une thèse, dont quand même 2 en sociaux, qui maintenant travaillent soit à la DAPEC, soit à la directrice des ressources humaines, à la direction des ressources humaines. Et puis l'autre méthodologie, elle a été effectivement un peu à la manière de ce que font les sociologues de la gestion et de RT30, de faire une monographie d'outils de gestion, de dispositifs de gestion, en travaillant sur leur conception et leur usage, et en passant par leur mise en place, notamment la gestion budgétaire et comptable public, la GPEC, on en a parlé, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les tableaux de bord, donc un outil budgétaire, un outil de gestion des ressources humaines et un outil de pilotage. Donc nous sommes intéressés à la DRH et donc à la DAPEC. Alors pourquoi ces deux services-là? En les considérant comme des organes centraux et stratégiques dans la structuration de l'Université de Lorraine, et parce qu'on y trouve les planeurs, avec 2 N, dont parle Marianne Dujarier, ces cadres, producteurs et diffuseurs de dispositifs qui encadrent aujourd'hui massivement l'activité. On en parlait avec Albert Augien. Je trouve qu'effectivement c'est intéressant de voir qui diffuse, qui produit ces dispositifs, et donc c'est ces fameux planeurs, et donc voir qui sont ces planeurs à l'université, et on les trouve notamment dans ces 2 services, à la DAPEC et à la DRH. Alors je ne me focaliserai pas ici sur la DAPEC, mais il s'agit quand même d'un organe central dans la construction et aujourd'hui dans le fonctionnement de l'Université de Lorraine, pensé comme un service transformatif de la dynamique de rationalisation de l'université, et un service qui a un ancêtre qui s'appelle le CRAC, ça ne s'invente pas, le Centre de ressources en amélioration de la qualité. Et ce centre a pour objectif, selon l'ancienne directrice de la DAPEC, de faire, je cite, commencer à travailler les gens en commun et animer, partager les pratiques, partager les bonnes pratiques, diffuser les travaux. Bon, c'est un langage que vous connaissez sans doute, hein, c'est le langage des bonnes pratiques qui vient effectivement notamment du langage des technocrates européens. Et là, ça se diffuse aussi effectivement dans une université. Et les réponses apportées à la DAPEC, énumérées dans un document de février 2012, témoignent d'un déploiement inédit d'outils et de dispositifs, données, tableaux de bord, enquêtes internes et externes, calcul de coûts, audit, analyse, méthodologie et des conseils, formation, conférences, soutien, outils d'organisation, démarche qualité, etc., etc. Si l'on s'en tient à cette dernière, on peut affirmer que la démarche qualité, qui était embryonnaire dans les ex-établissements, devient un outil stratégique pour l'Université de Lorraine, et ça se diffuse, puisque moi, quand j'étais directeur de laboratoire, on m'a demandé effectivement d'impulser une démarche qualité dans mon laboratoire, ce que bien sûr je n'ai pas fait, puisque nous étions déjà complètement excellents et de qualité. Donc pour la DRH, on peut soutenir l'idée que la fusion a permis de repenser le modèle de la GRH avec l'injonction de passer le cap de la seule gestion administrative, bureaucratique des personnels, pour tendre vers un management plus stratégique des ressources humaines. Et cette conception, qui semble partagée par les cadres des ressources humaines, ne se traduit pas forcément dans le management de proximité, assuré par les chefs de service, les responsables administratifs ou directeurs des composants, comme le suggère une sous-directrice interviewée, et le directeur des ressources humaines nous dit à peu près la même chose. Je cite, « Le volet qui pêche le plus, c'est le volet managérial. Clairement, dans tous les audits qu'on fait, il y a un problème au niveau de la couche managériale, quel que soit au niveau chef de service ou responsable administratif, etc. Parce que ce n'est pas partout, mais on manage encore beaucoup à l'ancienne. Et donc, il faut effectivement que ces directeurs de laboratoire, ces chefs de service, ces managers de proximité, voilà, soient dans un management un peu plus moderne. Et donc, un effort a été consenti pour nous former au management. Et moi-même, j'ai suivi en tant que directeur de laboratoire une formation au management.
Donc une réorganisation de la DRH a été engagée en janvier 2014 à la demande du président pour répondre à 3 objectifs. Alors je vais vite sur les objectifs. Équilibrer les services internes de la DRH et rendre lisible pour les personnels et pour les composants l'organisation de direction, notamment par la création de services spécifiques dédiés aux enseignants-chercheurs et d'un service spécifique dédié au personnel BIAT. Vous le voyez sur l'organigramme schématisé. Prendre en compte dans les missions de DRH l'accompagnement des situations professionnelles des agents. Donc là aussi, il y a tout un service dédié à l'accompagnement des personnes, et notamment les personnes aussi, entre guillemets, en souffrance. Et puis, assurer dans le fonctionnement de la direction un pilotage qui garantisse une action transversale cohérente des structures internes, un pilotage participatif, agile bien sûr, et une complémentarité dans l'action des équipes de Nancy-MS. Et c'est le dernier carré à droite de l'organigramme. Donc cette réorganisation, elle se traduit dans l'organigramme, on en change souvent, on vient changer de président. Aujourd'hui c'est une présidente, Hélène Blanger, qui a été nommée, qui était la vice-présidente de l'ancien président. Et donc souvent on change d'organigramme pour marquer aussi son empreinte. Et pour identifier davantage la politique RH, le DRH qui a été nommé fin 2016, qui est toujours en place, a institué un projet de direction définissant des objectifs pluriels. Je vous épargne la longue liste de ces objectifs, mais on peut dire que la GRH de l'université est une GRH comme une autre. Et la DRH vient d'ailleurs de mettre en place un lundi par mois des cafés de la DRH pour, je cite, parfaire les relations entre la DRH et l'encadrement de l'établissement, ainsi que faire progresser la GRH à tous les niveaux. Donc il y a bien quand même cette volonté, voilà, de faire de nous des bons gestionnaires des ressources humaines. Donc depuis la fusion, la DRH se réorganise, elle révise son organigramme, elle se fait auditer dans le cadre du dispositif Efficience 2022 du projet d'établissement de l'Université de Lorraine pour optimiser les moyens engagés au service de l'action et améliorer la qualité de service. Alors, je passe aux outils de gestion de la DRH et je vais faire l'économie de parler des outils de gestion de la DAPEC, mais j'ai fusionné ici 2 diapositives fournies par le DRH pour illustrer le projet de direction et les grands chantiers engagés. Alors ce sont les projets pour lesquels l'Université de Lorraine est souvent pilote, ou pour le moins volontaire, qui renvoient à différents outils dispositifs, mais la liste n'est pas exhaustive. Elle a augmenté depuis effectivement que j'ai rencontré le DRH, et le chercheur se perd rapidement dans ce maquis de dispositifs que l'on pourrait sans doute classer à la manière de Marianne Dujarrier en dispositif de finalité pour faire et atteindre les objectifs fixés, contrôle de gestion, tableau de bord, outils de reporting, en dispositif de procédé pour organiser le travail, ordonner les tâches et imposer une manière de les réaliser, les démarches qualité, la GPEC, les enquêtes fonctions, les audits, le fameux label HRS4R, qui est un label de recrutement, en dispositif d'enrôlement pour encadrer et faire adhérer. Projet d'efficience 2022, j'en ai parlé, projet de direction, formation, management, etc. Il me faudrait sans doute toute la journée pour présenter l'ensemble des outils ou dispositifs de gestion, j'en serais d'ailleurs bien incapable. Le premier constat est donc un foisonnement d'outils ou de dispositifs qui en génèrent d'autres. Donc il y a vraiment une instrumentation inédite. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'outils avant, mais il y a vraiment un foisonnement d'outils aujourd'hui à l'université. Cette instrumentation, deuxième constat, va de pair avec une montée en puissance de la GRH qui s'accompagne d'une professionnalisation des cadres qui la portent. Donc, quid des autres personnels BIATS qui, eux, peuvent se voir au contraire déprofessionnalisés, alors que d'autres inversement seraient en voie de professionnalisation en raison de l'apparition ou d'un montant en puissance de nouvelles activités. Elle nécessite des apprentissages individuels et organisationnels, troisième constat, qui prennent des formes diversifiées, qui ont sans doute partie liée au type d'importation de l'outil ou dispositif. Alors, je reprends la typologie de Christine Busser, d'un isomorphisme coercitif, l'outil est imposé par l'État, d'un isomorphisme normatif, l'outil est promu et diffusé par un groupe, une instance,
la CPU, la conférence des présidents d'université, ou l'agence de l'utilisation des universités et des établissements, l'AMU, ou d'un désomorphisme mimétique, l'outil est repris d'une autre université. Puisque là aussi, vous le savez, les universités mobilisent le benchmarking, et on va voir si le voisin fait mieux que nous, et donc on va utiliser les outils qui sont les plus performants, et donc on va copier les autres universités. Et on parlait tout à l'heure de réseau métier, et là, c'est constitué tout un réseau. Il y a le réseau des DRH, il y a le réseau des agents comptables, il y a le réseau effectivement des spécialistes de la communication, et donc ils s'échangent effectivement leurs outils, et c'est une manière de diffuser aussi ces dispositifs de gestion. Les apprentissages, quatrième constat, de type top-down, impliquent tout un réseau d'acteurs, les processus d'apprentissage qui produit tout un discours de légitimation pour faire accepter l'outil et faciliter son implémentation, n'en rencontre pas moins des résistances, des oppositions, des conflits qui donnent lieu à des arbitrages et aboutissent à des adaptations. Donc voilà, il ne s'agit pas de dire que c'est un rouleau compresseur, même si bon, c'est quand même un rouleau compresseur, puisqu'on résiste, on s'oppose, on s'oppose à LPR, mais LPR est bien là quand même, et voilà, on discute, quand on est élu, des CPJ. Pour autant, on a voté contre, mais on a voté contre souvent tous presque unanimement, et aujourd'hui, pourtant, voilà, on a du mal à dire aux collègues qu'il ne faut pas y aller, qu'il faut éviter les CPJ. Et là, bon, plutôt que de rien avoir, on veut des CPJ. Donc, mais pourtant, il y a voilà, des compromis, voire parfois des compromissions, et c'est aussi pour ça que ça marche. C'est aussi pour ça que la machine managériale elle fonctionne sur les divisions. Et je crois qu'effectivement, là peut-être qu'on peut avoir un point de vue consensuel, mais pour siéger au conseil scientifique de mon université, voilà, il y a des croyants dans ces réformes managériales, et il y a aussi, si ces réformes elles passent, c'est parce qu'il y en a qui y croient, et il y en a qui les portent et les diffusent. Donc le management par les dispositifs, cinquième constat, renforce le pouvoir des planeurs qui conçoivent ou adaptent ces dispositifs qu'ils diffusent. Ils consolident leur expertise, mais génèrent aussi des limites de juridiction, des conflits de périmètre. Et c'était assez surprenant. Moi, j'ai participé à des conflits entre les sous-directions de la DRH, où on se battait sur le périmètre de ces sous-directions. Et la fusion, sixième constat, a consacré le management par les dispositifs, qui n'est pas sans conséquence sur la gouvernance universitaire et le mode de gouvernement de ces personnes. Et j'en viens à ma conclusion, j'espère que je suis dans les temps. Je ne suis pas pour l'instant en mesure d'évaluer tous les effets transformatifs de ce processus d'instrumentation et de rationalisation gestionnaire. L'exploitation des matériaux reste à faire et à compléter par d'autres investigations. Mais nous savons que sous l'effet des réformes, inspirées peu ou prou du New Public Management, la bureaucratie professionnelle universitaire se trouve profondément transformée. Alors, nous sommes toujours une bureaucratie professionnelle, nous sommes toujours certainement dans un modèle hybride à la fois objectivant et délibératif. Pas que objectivant, je pense, parce qu'il y a une gestion par les pairs qui se maintient, une collégialité qui se maintient, donc c'est aussi un modèle délibératif. Mais ce New Public Management, il sape les principes d'autonomie et de collégialité qui lui sont chers, alors que certains professionnels placés au cœur de l'institution voient leur pouvoir et leur autonomie décliner, d'autres sembleraient en voie de professionnalisation. On peut donc effectivement observer une professionnalisation renforcée chez les concepteurs, implémenteurs des outils et dispositifs de gestion, les planeurs de l'université. Et ici, alors je ne parle justement que des planeurs internes, et n'évoque pas les planeurs externes. Et c'est vrai que vous le savez, l'université fait appel de plus en plus à des cabinets de consultants. Donc il y a un effet, bien sûr, sur ces planeurs, mais aussi sur les usagers, les gestionnaires, les cadres, les directeurs de composantes et de laboratoires, qui sont aussi enjoints à se professionnaliser pour mobiliser ces outils et dispositifs imposés en partie par la contrainte externe, les obligations réglementaires, les évaluations HCRS. On est tous obligés de faire des analyses SWOT pour l'HCRS. Voilà. Mais ça sert à quoi? Bon, tout le monde sait qu'on pourrait se passer de l'HCRS pour fonctionner, mais bon, voilà, l'HCRS vit parce que les collègues sont dedans aussi.
Donc, il faut aussi rappeler cette vérité crue. Ce renforcement de la professionnalisation, renforcement des juridictions d'un groupe professionnel, peut s'expliquer par l'apparition et ou la montée et la puissance de nouvelles activités, la technicité des outils, une formalisation de plus en plus forte et une complexité croissante. C'est fort de cette expertise que se mettra en place une sorte de bureaucratie ou de technobureaucratie universitaire, un ensemble de professionnels jouissant d'une situation privilégiée, caractérisée par leur prétention à la technicité et à la rationalisation dans le domaine de la gestion administrative. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les collègues BIAT sont de catégorie 1, pour reprendre l'expression de Romain, sont des salauds. Hein. Il y en a qui ne sont pas dupes et il y en a qui n'aiment pas ce qu'ils font. Hein. Qui le font parce qu'à la place qu'ils sont, ils sont obligés de le faire, mais qui sont effectivement complètement lucides sur ces dispositifs de gestion et sur ce que font ces dispositifs de gestion au corps universitaire. Donc, sans parler d'une nouvelle classe de managers, à la manière de James Burnham, on a bien affaire, me semble-t-il, à des professionnels du management qui participeraient à la pénétration d'une pensée technocratique qui est au fondement de ce que certains auteurs appellent la bureaucratisation néolibérale. Donc, je pense entre autres aux travaux de Béatrice Sibou. Si cette technobureaucratie ne gouverne pas, elle sert ceux qui gouvernent. L'université reste bien sûr une bureaucratie professionnelle, encore, qui est toujours marquée par, pour parler comme Lennart Svensson, par une gouvernance professionnelle, représentée sous une forme collégiale, mais qui semble de plus en plus contestée par la gouvernance organisationnelle du management et de la technobureaucratie. Voilà, je vous remercie. Désolé pour le débit, mais je voulais rester dans les temps. Merci.